Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Nous allons aujourd'hui continuer le chapitre 10 de la partie du système nerveux à propos du réflexe myotatique et spécifiquement concernant les éléments du réflexe myotatique traités dans le chapitre 10, document 2. Nous avons parlé dans ce chapitre de plusieurs idées. Premièrement, en ce qui concerne le stimulus, qui est un étirement de fuseau neuromusculaire, qui est le récepteur sensoriel à l'étirement contenu dans le muscle, à l'intérieur du muscle. Et ce récepteur peut envoyer un message sensitif vers la moelle épinière qui est le centre de ce réflexe. Alors le muscle va recevoir après un message de la part de la moelle épinière, un message moteur aboutissant à la contraction du muscle. Et puisque ce muscle est un muscle extenseur, dans ce cas, on va obtenir une extension, vous voyez ici, une extension de la jambe par le muscle extenseur qui se trouve au niveau de la cuisse. Le réflexe myotatique est comme les autres réflexes, mais il a le récepteur à l'intérieur du muscle et qui s'appelle le fuseau neuromusculaire. Mais comment le muscle, qui est l'organe récepteur et l'organe effecteur du réflexe myotatique, comment il est relié à la moelle épinière qui est le centre nerveux de ce réflexe? On voit ici le muscle avec la fibre sensitive et la fibre motrice. Les deux fibres doivent être reliées au centre nerveux responsable du contrôle de ce réflexe. Et pour cela, on a cette question à traiter ou bien à résoudre dans cette présentation. Comment les fibres nerveuses impliquées dans le réflexe myotatique sont-elles reliées à la moelle épinière? Afin d'aborder ce problème ou bien cette question, il faut premièrement étudier la structure de la moelle épinière. Cette figure montre les centres ou bien le système nerveux central constitué par les centres nerveux, l'encéphale contenu dans la crâne, constitué du cerveau, du cervelet et du bulbe rachidien. Et puis, encore, la moelle épinière qui est une extension de la bulbe ou bien du bulbe rachidien. Cette moelle épinière a cette structure. On peut voir dans cette structure la moelle épinière avec des structures reliées à elle des deux faces, des deux côtés. À l'intérieur de la moelle épinière, on peut voir la substance grise, comme vous l'avez déjà appris, la substance blanche. Je crois que vous connaissez ces deux termes. Le nerf rachidien qui va être relié aux organes. Ce nerf rachidien, comme vous voyez ici, a deux racines,
une racine dorsale et une racine ventrale. C'est ce qu'on appelle dorsale dans notre corps. Ce sont les structures qu'on les trouve de la part du dos, de l'arrière. Et c'est ce qu'on appelle ventrale. Ce sont les structures qu'on les trouve de la part du ventre. La racine dorsale contient en plus une structure, comme vous voyez ici, assez grande, qui s'appelle le ganglion spinal. Le ganglion spinal, qu'on va étudier dans les moments qui arrivent. Alors, la moelle épinière a deux faces, une face dorsale de l'arrière et une face ventrale de l'avant. Une question se pose maintenant. Pourquoi le nerf rachidien a-t-il deux racines, une racine ventrale et une racine dorsale? La racine ventrale s'appelle aussi la racine antérieure et la racine dorsale s'appelle aussi la racine postérieure. Étude des rôles des racines du nerf rachidien. C'est une autre façon de voir la moelle épinière. Maintenant, on voit directement la face ventrale et c'est la face dorsale de l'arrière. Les deux racines apparaissent comme l'une vers l'avant et l'autre vers l'arrière. On voit toujours nos représentations ici dans notre programme. On voit les représentations comme faisant partie d'une personne ou bien d'un animal qui est en face de nous. C'est-à-dire que la partie droite de son corps se trouve à gauche, et la partie gauche de son corps se trouve à droite. Maintenant, on peut remarquer l'existence de deux nerfs rachidiens dans cette section. Un nerf rachidien qui est le nerf droit et un nerf rachidien gauche. Aussi, il y a d'autres paires de nerfs rachidiens. Les paires de nerfs rachidiens s'étendent tout au long de la moelle épinière, de la première partie de la moelle épinière près de la tête jusqu'à la fin non pas la fin, jusqu'à à peu près la fin de la colonne vertébrale. Maintenant, on s'intéresse à étudier les rôles des deux racines d'un nerf rachidien, comme on voit ici. Pour étudier le rôle de ces nerfs, il faut commencer par des expériences historiques qui ont été faites avant centaines d'années, plusieurs centaines d'années vraiment. Ces expériences sont simples. Elles consistent à couper le nerf rachidien ou bien l'une des racines et à observer l'état de l'animal sur lequel l'expérience a été faite. Maintenant, une section est faite au niveau de la racine ou bien au niveau du nerf rachidien et on obtient une perte de la motricité et de la sensibilité chez cet animal. Ou bien une perte de la motricité et de la sensibilité seulement au niveau de l'organe ou bien la partie du corps qui est concernée par ce nerf, qui correspond à ce nerf. Et par là, on peut conclure simplement que le nerf rachidien a deux fonctions, une fonction motrice et une fonction sensitive. Et pour cela, le nerf rachidien s'appelle un nerf mixte.
un nerf mixte, c'est-à-dire il a les deux fonctions ou bien les deux rôles sensitifs et moteurs. Pour être plus précis, on réalise une coupure au niveau de la racine dorsale. On obtient une perte de la sensibilité de la partie correspondante du corps. Cela nous informe que la racine dorsale est une racine sensitive. Alors, son rôle est sensitif. Maintenant, une expérience similaire à propos de la racine ventrale. Et maintenant, vous pourrez facilement prédire les résultats de cette expérience comme étant une perte de la motricité de la partie correspondante du corps. Et pour cela, on considère la racine dorsale comme une racine sensitive et la racine ventrale comme une racine motrice. Jusqu'à maintenant, pour la partie du corps qui est une partie gauche du corps. Si on fait l'expérience sur les racines du nerf rachidien droite, on va obtenir les mêmes résultats, mais dans une partie du corps qui existe à sa droite. Alors, la racine ventrale est motrice. Confirmation des sens des messages nerveux dans les racines du nerf rachidien. On sait déjà que le message sensitif est un message qui part à partir du récepteur sensoriel jusqu'à le centre nerveux. Son sens est centripète, afférent. Afférent, c'est-à-dire vers le centre. Un message moteur est un message qui part du centre nerveux vers l'organe effecteur, alors son sens est centrifuge, ou bien c'est un message efférent. Il y a deux termes ici, le terme afférent et le terme efférent. Afférent, c'est-à-dire vers le centre, efférent du centre vers la périphérie ou bien vers un organe. On va maintenant confirmer les rôles des racines du nerf rachidien et on commence par la racine dorsale. Si on découpe par ici au niveau de la racine dorsale et on réalise une stimulation du centre du bout central obtenu après la section. Le bout central, c'est le bout qu'on obtient et qu'il est encore relié au centre. C'est le bout central. L'autre bout s'appelle le bout périphérique. Une stimulation du bout central nous donne des sensations de douleur et une contraction ou bien décontraction musculaire dans les parties correspondantes. On peut faire une autre stimulation dans le bout périphérique. On n'obtient aucune réaction. À partir de ces deux stimulations, on peut facilement confirmer que le message ici est un message centripète, il est vers le centre, car le message créé par la stimulation du bout périphérique n'a pas la chance d'arriver vers le centre, car le nerf est coupé, mais la stimulation ou bien le message créé ici, il a la chance d'arriver vers le centre et de créer, lorsqu'il arrive au niveau du cerveau, des sensations douloureuses, et lorsqu'il passe vers l'extérieur, et on va confirmer encore ce sens de passage du message moteur, lorsqu'il passe vers l'extérieur par ici, il peut donner une contraction musculaire. Alors, on peut confirmer que le message sensoriel est centripète et passe par la racine dorsale dans ce sens qui est montré par la
présentation. Les mêmes expériences vont être répétées au niveau de la racine ventrale et après cette section, on fait une stimulation du bout central. Vous pouvez maintenant proposer des réponses avant de continuer. Cette stimulation va être donnée quoi? Oui, pas de réaction. J'ai oublié de changer en français ces deux mots. Et une autre stimulation du bout périphérique qui nous donne une contraction musculaire au niveau sûrement de la partie correspondante du corps. Alors, cela confirme encore que le message créé ici dans le bout périphérique est capable d'arriver au muscle et de créer une contraction musculaire, alors que le message créé ici au niveau du bout central n'a pas la chance d'arriver à aucune partie, et pour cela, son sens n'est pas du tout vers le centre, mais il est centrifuge, c'est-à-dire il part du centre vers la périphérie dans ce sens qui est indiqué ici dans la présentation. Encore, il faut pour continuer et pour compléter tous les éléments du réflexe myotatique, il faut localiser les corps cellulaires des neurones sensitifs et des neurones moteurs du nerf rachidien. Et pour cela, on réalise des expériences séparées sur chacune des deux racines, dorsale et ventrale. Encore une section est faite et une autre section est faite ici. Lorsque deux sections sont faites avant et après le ganglion spinal de la racine dorsale du nerf rachidien, on obtient après quelques jours une dégénérescence des fibres nerveuses dans les deux parties montrées par la présentation, c'est-à-dire ici et ici, c'est une dégénérescence, c'est-à-dire que les fibres meurent. Lorsque les fibres meurent, on sait on constate ou bien on conclut que les corps cellulaires de ces fibres se trouvent dans le ganglion spinal parce que le corps cellulaire contient le noyau et ce noyau est responsable de la vie de la cellule. Et lorsque la fibre est coupée de la partie qui contient le noyau, la partie contenant le noyau reste vivante et la partie qui ne contient pas le noyau meurt. C'est-à-dire que d'une autre façon, la partie qui contient le corps cellulaire reste vivante, survit, et la partie qui ne contient pas le corps cellulaire meurt. Alors, les corps cellulaires de ces neurones se trouvent où? Dans les ganglions spinaux. De la même façon, on peut faire une section au niveau de la racine ventrale et après quelques jours, on remarque une dégénérescence au niveau des fibres nerveuses périphériques, c'est-à-dire que maintenant vous pouvez me donner une réponse. Où se trouvent les corps cellulaires des fibres moteurs? Est-ce qu'ils se trouvent ici dans cette partie qui meurt après la coupure? Pas du tout. Ils se trouvent au niveau de la partie centrale, plus précisément à l'intérieur de la moelle épinière, parce que ce sont des fibres nerveuses similaires à ces fibres. Les corps cellulaires se trouvent à l'intérieur. Mais une question se pose ici. Où se localisent ces corps cellulaires? Au niveau de la substance blanche ou bien au niveau de la substance grise? On va le voir directement, mais maintenant par une autre sorte de raisonnement basé sur des observations microscopiques de la moelle épinière, très clair dans cette observation que la substance grise contient ces corps cellulaires, ici colorés en violet, et contient aussi des fibres nerveuses qui apparaissent comme des prolongements, des extensions des cellules nerveuses, ou bien des points lorsque les fibres sont coupées et elles sont longitudinales, elles apparaissent comme des points car ces points représentent des extrémités de quelques fibres nerveuses qui ne sont pas transversales dans ce cas, mais elles sont
longitudinale. Une autre observation microscopique au niveau de la substance blanche montre la substance blanche contenant seulement des fibres nerveuses. Maintenant, vous pouvez être capable de faire une relation qui vous montre comment le muscle, les fibres nerveuses en relation avec le muscle, sont-elles reliées à la moelle épinière? Et ça, c'est la question qu'on a posée au début. On va aborder cette question maintenant. On va faire on va vous donner une réponse à cette question, mais je préfère que vous réfléchissiez un peu, ou bien vous prenez du temps pour dessiner vous-même une proposition de la part de vous à propos de comment les fibres nerveuses, les fibres sensitives et les fibres motrices sont reliées à la moelle épinière. Et dans cette représentation, vous devrez montrer très précisément la localisation des corps cellulaires et le lieu de passage du neurone sensitif et le lieu de passage du neurone moteur dans les racines et dans le nerf rachidien et dans la moelle épinière. Après que vous réfléchissiez, vous pouvez continuer. C'est la fibre nerveuse sensitive qui est une partie du neurone sensitif et qui se trouve dans la racine dorsale. Son corps cellulaire se trouve dans le ganglion spinal et il s'étend vers la substance grise de la moelle épinière. Aussi, c'est le corps cellulaire du neurone moteur, c'est celui-ci. Et de ce corps cellulaire s'étend une fibre nerveuse motrice qui va être reliée directement au muscle par des synapses qu'on appelle des plaques motrices. Et par là, on peut vraiment dessiner ce trajet du message nerveux lors d'un arc réflexe ou bien d'une activité réflexe. Et pour être plus clair, on va vous montrer une représentation schématique dans cette simulation qui part d'une stimulation par un coup sec sur le tendon de muscle extenseur du pied. C'est le coup sec qui va étirer le fuseau neuromusculaire. Un message sensoriel part dans les fibres sensitives, dans une fibre sensitive, comme le montre le schéma. Dans le cas réel, il y a plusieurs fibres sensitives. Et ce message sensitif qui apparaît ici dans la fibre sensitive va être transmis vers la moelle épinière. On répète, c'est le message sensitif qui part de la fibre du fuseau neuromusculaire dans la fibre sensitive. Maintenant, vous pouvez observer ici que ce message entre par la racine dorsale du nerf rachidien vers la moelle épinière. Ce message continue vers le neurone moteur. C'est le neurone moteur qui transmet le message maintenant par la fibre motrice. Et ce neurone moteur sort de la part de la racine ventrale de la moelle épinière vers le muscle. Encore, on continue. Lorsque le message arrive, comme vous voyez ici, une contraction musculaire de ce muscle aboutit à une extension du pied, car le raccourcissement du muscle va aboutir
à ce mouvement d'extension du pied. C'est tout. À partir de là, on peut poser des questions pour ouvrir des nouvelles perspectives. Comment la moelle épinière, alors, est-elle capable de contrôler le réflexe? On n'a pas abordé ce problème, le contrôle de réflexe, comment il est réalisé par la moelle épinière. Et est-ce que les centres nerveux supérieurs comme le cerveau ou bien le cervelet ou bien d'autres centres nerveux supérieurs sont-ils capables de faire un contrôle sur le réflexe myotatique? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont capables de contrôler la moelle épinière elle-même pour faire un autre contrôle concernant l'activité du réflexe myotatique? C'est ce qu'on dit les vidéos ultérieures. Merci à vous, merci à votre attendance et au revoir dans des vidéos ultérieures.